51. C'est parti. Et je vous rassure tout de suite, en plus de 30 ans de carrière d'enseignant, j'ai échappé jusque-là au lynchage. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais commencer, je vais essayer de respecter le temps. D'abord en rebondissant, en donnant deux compléments. L'un pour rassurer Monsieur de Gaillande. Résultats au singulier, je ne sais pas, mais des résultats, je suis sûr, il y a des résultats. Seulement maintenant, et peut-être déjà maintenant, parce que c'est effectivement un temps assez long quand on attend des résultats pour les transformer en action, mais il faut bien se rendre compte que sur le plan de la recherche pour consolider les résultats avant de se lancer, c'est un temps relativement court et même presque exceptionnellement court dans ce genre d'études. Même si tout n'est pas achevé, hein, ce ne sont aujourd'hui que les premiers éléments, il y a encore toute une maturation à faire. Alors, dernier élément aussi, dans le cadre des interactions d'entraîne, je précise que Arnaud Stimec, jusque-là nantais, sera bientôt rennais, ce qui était une anticipation sur de futures collaborations. Alors, la première partie va présenter, avant les témoignages des entreprises, que le cadre général de la recherche. Hein, ce n'est qu'en deuxième partie qu'on donnera les premiers éléments de ce que l'on peut tirer aujourd'hui. Alors, Monsieur de Gaillande a déjà bien défloré le sujet. Donc, j'ai juste quelques compléments à ajouter. Parce que tout simplement un chercheur peut toujours rajouter un petit quelque chose. Alors effectivement, le Lean, ce sont des pratiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou que ce soit, qui s'imposent dans la réalité. On est parti quand même du Japon et d'une entreprise automobile, mais d'une seule et puis ça s'est généralisé dans toute l'automobile en Europe et partout dans le monde, puis ça a gagné les autres secteurs de l'industrie et aujourd'hui on parle aussi de Lean Service et donc ça gagne l'ensemble du tissu économique des entreprises. Donc c'est un phénomène de masse qui a donc un impact potentiel bénéfique ou néfaste extrêmement important. Donc on ne peut pas laisser de côté cette question. Alors elle n'a pas été laissée de côté jusqu'à présent, mais elle a été abordée essentiellement sur des positions presque de principe a priori très clivées. Si je caricature, les promoteurs du Lean, le Lean est incontournable pour la performance industrielle, donc de toutes les façons, si on n'y va pas, on est perdu, donc il n'y a plus de discussion. Hein. Et puis de l'autre côté, beaucoup d'acteurs de la santé, des ergonomes aussi, beaucoup, très critiques sur les effets néfastes a priori que pouvait avoir le Lean. Donc des positions très clivées et très difficiles à concilier. Et à côté de ça, on s'aperçoit que ce sont des positions qui s'appuient sur très peu d'études des pratiques réelles de Lean. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'écrits théoriques sur ce que ça doit donner a priori de bien ou de mauvais. Il y a eu quelques études pratiques de terrain, mais assez isolées. Déjà, même l'étude et l'article auquel Monsieur de Gaillande faisait référence, c'était 3 entreprises. Là, on est monté quand même à 10, qui est quand même un cran supplémentaire, et ça sera pour l'instant unique d'avoir fait une étude sur 10 cas. En dehors de ces études très théoriques, on a aussi des études statistiques, mais en très petit nombre, puisque un indice, c'est qu'on cite toujours l'étude de Valère. Et voilà. Donc, quand on cite toujours le même, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc, finalement, des positions très tranchées sur un sujet énorme et avec, finalement, très peu de données de terrain remontées. Alors, au-delà de ces controverses et de ces positions a priori, effectivement, l'étude est partie de la demande de la DIREC et qui correspondait aussi nous à notre préoccupation. Est-ce que un vrai Lean, alors vraiment entre guillemets, parce qu'il faudrait le définir, on donnera quelques éléments, par la suite, mais on ne va pas définir ce qu'est réellement un vrai Lean. Mais est-ce que
on peut avoir quelque chose de compatible avec la santé. Ça, c'était la démarche, c'était la problématique de départ. En réalité, la problématique s'est transformée, je vais l'expliquer pourquoi dans la diapositive suivante, pour aboutir finalement, face à tous les contextes différents que l'on a rencontrés, eh bien, à un élément qui s'impose, qui est de se dire, il n'y a pas un lean, il y a des leans. Alors s'il y a des leans, on va plus pouvoir répondre de la même manière, et là on va plutôt s'intéresser aux configurations et aux leans en lien avec ces configurations, qui pourraient être gagnant-gagnant, ou du moins gagnant et pas perdant, c'est-à-dire sur lesquels la performance économique ne serait pas nécessairement accompagnée d'une dégradation des performances en termes de qualité de vie au travail ou de santé au travail. Et bien sûr, le but, essayer de dégager les conditions et les modalités à remplir pour aboutir à ces configurations-là. Et avoir donc une utilité pratique. On a été guidé sur ce principe d'utilité. C'était une demande aussi du monde économique, du monde réel, donc avec un objectif d'aboutir à des résultats qui puissent être utiles sur le plan sociétal. Alors, la manière dont s'est transformée la problématique aussi vient de l'approche. C'était une approche terrain. D'abord, c'est la culture du LEMNA, donc on travaille sur le terrain. Et bien quand on va sur le terrain, on constate que les positions on l'aborde bien sûr avec une problématique, avec une vision, des questions que l'on se pose, et puis évidemment l'étude des terrains nous amène à affiner les questions, à nous dire finalement il y a des questions plus pertinentes que celles-ci. En tous les cas, une petite précision sur la problématique en creuse, c'est-à-dire ce que n'est pas l'étude. L'étude n'a pas eu pour but de définir si le lean, ou même si l'ensemble des pratiques de lean différentes pouvaient être globalement bénéfiques ou néfastes avec la santé. On n'a pas abordé ça parce que de toutes les façons, on n'aurait pas eu les moyens. Je ne sais pas qui aujourd'hui aurait les moyens de répondre raisonnablement à cette question. Donc c'est beaucoup plus modeste que ça, en termes de cible, mais c'est aussi pour pouvoir être utile. C'est quelles sont des conditions pour qu'un lean puisse l'être. On ne va pas dire que l'ensemble des pratiques, mais est-ce qu'on a rencontré des pratiques qui permettent ça? Donc c'est pas que l'ensemble des pratiques ou que en moyenne le lean soit favorable ou défavorable. Ça aurait été une étude beaucoup plus large sur le plan statistique. Ça aurait été une autre étude. C'était pas la nôtre. Voilà. Donc ça, à la fin de la journée, il n'y aura pas réponse à cette question-là. Il n'y aura pas de jugement sur le lean. Il est bon ou il est mauvais. C'est juste du jugement, éventuellement, une réponse à la question, est-ce que c'est possible? Voilà. Même si c'est pas prévu, j'appelle quand même, s'il y a une ambiguïté là-dessus, n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vraiment essentiel. Sur ce que... Alors, même réduite, la cible, elle est quand même, elle est costote, parce que on a 5 éléments majeurs à prendre en compte, bien sûr, pour étudier pour aboutir à la cible lean et santé. On va d'abord caractériser les lean, les types de lean. Bon, il est au singulier, mais en fait, tout mériterait le pluriel. Les performances des entreprises, caractériser les performances économiques de l'entreprise, caractériser la santé au travail des salariés, caractériser les politiques de santé des entreprises. Or, chacun de ces éléments, on va le voir immédiatement, est problématique. Donc déjà, le lean, et même en survol, on va voir que c'est quand même déjà difficile. On a essayé de caractériser, évidemment, ce sont des idéotypes, 3 catégories. Un lean à la lettre, c'est-à-dire on respecte les outils qu'on a importés, mais bien souvent en respectant à la lettre les outils, mais en fait on transgresse le fond et l'esprit. Un lean
à l'opposé avancé, qui serait le lean idéal, avec notamment une participation très forte, une co-construction des salariés à l'organisation. Et puis, en intermédiaire, le lean qu'on a qualifié de partiel, hein, où il y a des éléments de l'esprit du lean, hein, où on retrouve, oui déjà, on a les outils, mais on est encore loin du lean avancé qui est, sauf exception, j'en ai pas très loin, mais sauf exception, la très grande majorité des cas que l'on puisse rencontrer. Alors, excusez-moi, je vais être pressé, surtout que j'ai précisé que je me ferai pas lyncher. Donc, juste quelques éléments de rappel sur le lean. Alors, il y a des tas d'éléments. On a éliminé quelques diapos où on avait une vingtaine de critères, plus que 9 minutes, que le temps va vite. Là, on a réduit à 6 éléments principaux qui vont de l'élimination du gaspillage au management participatif des hommes. Je vais plutôt prendre cette diapo un peu plus synthétique. L'élimination des gaspillages en vue de la satisfaction des clients, de la satisfaction du client, c'est un peu le cœur de la démarche dans sa cible. Et ça s'appuie sur 4 leviers principaux. Le juste à temps, l'amélioration continue, l'expression parle d'elle-même, les démarches qualité a priori, préventive, je veux dire, hein, et pas simplement curative sur la qualité. Et puis le management participatif qui est au cœur de l'esprit de la démarche, un de ses promoteurs. De la démarche, pas forcément des pratiques. Hein. Et puis derrière, toute une panoplie d'outils, le SMED par exemple, le management visuel, on va pouvoir les systèmes de suggestion, etc., etc. SMED, c'était le changement d'outil rapide. Alors, deuxième élément problématique, la santé au travail. Alors, problématique dans la mesure, parce que, notamment, je vais me contenter de ça, puisque le temps me presse, mais parce que justement, on est confronté là aussi à un problème redoutable de temps. C'est-à-dire que lorsque l'on introduit une modification dans l'organisation, le temps, les répercussions en termes de santé au travail ne se retrouvent que quelques mois et souvent quelques années plus tard. Très rapidement et très schématiquement, si on introduit un nouveau mode d'organisation, dans la mesure où celui-ci serait susceptible d'introduire du stress, ça va se traduire du stress. Quelques mois plus tard, voire quelques années, par les premiers signes tangibles de troubles musculo-squelettiques, mal au dos, tendinite, etc. Les gens vont tenir la plupart du temps à coup d'infiltration, etc. Donc, va se passer encore quelques mois, voire quelques années, avant que ça ne se traduise dans les indicateurs qu'ont à peu près toutes les entreprises, encore pas toutes, certaines entreprises, sur l'absentéisme. Et c'est à ce moment-là qu'on s'apercevra qu'il y a eu une dégradation de la santé. Mais l'origine dans la modification de l'organisation, elle est déjà très éloignée dans le temps. Donc très difficile à relier. Donc c'était un aspect problématique, éminemment problématique pour nous. La politique de santé dans l'entreprise, est-ce qu'elle existe? Quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il y a des acteurs? Est-ce qu'il y a des moyens? C'est ce qu'on a essayé de regarder. La performance économique, sur la diapo, on la qualifie de plus facile à appréhender, quoique c'est pas si facile que ça parce que tous les indicateurs sont assez entre les entreprises, les différentes entreprises sont assez hétérogènes et sous les mêmes appellations se trouvent en fait des indicateurs avec des compositions très différentes. Donc c'est pas non plus trivial cette histoire, c'est assez compliqué. Alors, on a essayé d'objectiver au maximum et à défaut d'objectivisation totale, on a utilisé l'intersubjectivité, c'est-à-dire le jugement subjectif de multiples acteurs qui nous permettent d'arriver plus ou moins à neutraliser ces effets de la subjectivité individuelle.
La méthodologie. Méthodologie, c'est quand même 22 ateliers sur 10 cas. Ça fait, je vais directement à Siadapio qui est quand même essentiel. Ça faisait 225 entretiens, 380 salariés interrogés en face à face, alors ou bien en individuel ou bien en collectif, et puis 646 questionnaires. Il y a actuellement des études de ce type-là. Sur le plan qualitatif, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Dans le domaine, j'en connais pas d'autres. Donc c'est vraiment un investissement extrêmement important, parce que bien sûr ça avait un coût, consenti par la directe, hein, pour asseoir des résultats. Il me reste combien de temps ? Alors, on a une démarche... Ah, bon, bah alors Arnaud, Arnaud qui vient d'arriver. Démarche en double sens. D'une part, on a voulu regarder les conditions, les contingences dans l'entreprise, c'est-à-dire la caractérisation des entreprises et quels sont les impacts sur un lean donné, quelles sont les conséquences ou quelles sont les conditions aussi à réaliser pour que le lean ne soit pas incompatible avec la santé au travail. Et puis, démarche également dans l'autre sens en prenant les types de lean et quels sont les impacts en fonction des caractéristiques des entreprises. Les terrains, comment ont-ils été sélectionnés? Là, d'abord, on les a sélectionnés en cherchant a priori des terrains où l'objectif que l'on souhaitait étudier était susceptible d'être réalisé. C'est-à-dire que je rappelle qu'on cherchait non pas à mesurer si globalement le lean était favorable ou défavorable sur la santé, mais on cherchait des cas nous donnant des informations, enrichissant la connaissance sur des lignes qui seraient compatibles avec la santé. Donc on cherchait a priori des terrains où le lean avait été introduit à minima sans dégradation de la santé et, si possible, avec amélioration de la santé au travail. C'est pourquoi nos 22 ateliers ne sont aucunement représentatifs de l'ensemble de l'impact du lean sur des pratiques de lean sur les entreprises. C'est pas ça du tout, hein. Donc, voilà, il y avait une sélection a priori, on cherchait ce qu'on pourrait qualifier en résumé de bons terrains, hein, des bons élèves du lean. Voilà. On a fait des hypothèses pour chercher ces terrains. C'est que, a priori, on avait beaucoup plus de chances de se trouver dans cette configuration s'il y avait déjà un souci préalable à l'introduction du lean à la santé au travail, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc, on a cherché des entreprises particulièrement intéressées ou attachées à la préservation de la santé au travail de leurs salariés. On a cherché aussi, on avait besoin, nous, d'informations quantitatives, donc il fallait que les entreprises soient également outillées en termes d'indicateurs économiques, ça on en a souvent un petit peu, mais d'indicateurs de santé, c'est pas toujours le cas, hein. Donc il fallait l'existence de ces indicateurs. Et puis enfin, dimension ergonomique, c'est pas un hasard si l'un des acteurs participants de l'étude était un cabinet d'ergonomie, n'est-ce pas ça ? Voilà. Alors, les indicateurs que l'on a essayé de caractériser, c'était quelles étaient les intentions et les processus de mise en place du lean. On a essayé de caractériser le lean sur les 3 niveaux que j'avais indiqués. Lean à la lettre, mais c'est-à-dire purement instrumental, hein. Lean, au contraire, accompli, c'est-à-dire qui irait pleinement dans l'esprit et dans l'intention du lean, hein, respecterait l'esprit du lean plus que la lettre, et puis le lean partiel intermédiaire.
On a essayé bien sûr de caractériser la politique de santé de l'entreprise, caractériser les résultats aussi bien économiques en termes de gains de productivité, en termes d'indicateurs de santé, avec les difficultés que j'ai exposées, et puis le contexte dans lequel ce Lean s'est mis en place. Ensuite, moi, je l'avais déjà un petit peu dit, donc je peux le faire très court. On a essayé au maximum de recueillir les éléments objectifs sans jugement de notre part, mais on bute très très vite devant l'hétérogénéité des données, et c'est là où on a fait appel à l'intersubjectivité, c'est-à-dire demander le classement sur ces 3 niveaux, sur une échelle de 1 à 3, 3 étant quasiment parfait, 1 tout à fait débutant, sur la performance économique, la performance santé et la caractérisation du Lean sur cet élément-là aussi, sur cette échelle-là. Ce qui aboutissait finalement à une matrice de ce type-là. Vous avez en ordonnée les gains de productivité, donc la dimension économique à la verticale, et en abscisse à l'horizontale, la santé, donc les deux sur une échelle de 1 à 3, ce qui nous faisait 9 cases d'idéotypes sur lesquelles on a cherché à placer tous les terrains, et notamment les 22 ateliers, pour avoir une cartographie permettant d'essayer d'en dégager ensuite des enseignements, mais ça sera la deuxième partie pour tout à l'heure. Je vous remercie et j'ai sauvé ma tête, c'est ça? Merci. Merci pour avoir tenu le tempo. J'avais gardé 2 minutes sous le coude. Faut toujours garder des marges de manœuvre, il paraît. Et à plus de 60 ans, je me fais encore avoir. C'est pas possible, ça.